Bonjour, chère communauté francophone et francophile. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'intitule Être écolo en Colombie-Britannique. Savais-tu que la fabrication d'un jean implique un parcours total d'environ 65 000 km, ce qui représente près de 1,5 fois le tour de la Terre? Il s'agit d'une production fragmentée, car un jean ne voyage pas une fois fini, mais tout au long de sa fabrication. Le coton, qui va demander énormément d'engrais et de pesticides, peut être cultivé en Ouzbékistan, filé en Inde, tissé et teint en Chine et pourquoi pas assemblé au Bangladesh afin d'être envoyé en Europe ou aux États-Unis pour la vente. Outre la distance parcourue, la fabrication d'un jean est très gourmande en ressources, nécessitant en moyenne entre 7 500 et 10 000 litres d'eau. Et oui, être écolo, c'est savoir tout sur tout, en savoir toujours plus, faire de la connaissance son cheval de bataille. L'immersion en Colombie-Britannique va permettre à l'écolo de transformer sa connaissance en innocence sans jamais tomber dans l'ignorance. Nous allons parcourir ici les thématiques mainstream de l'écologie et voir comment elles s'appliquent en Colombie-Britannique. Faute de temps, je vous ai épargné le sujet de la méthanisation, mais c'est non sans reste, hein, on aurait pu en parler quand même. Un jour, j'ai vu passer un post social qui disait: à la vue de tous ces pick-up à notre arrivée au Canada, nous sommes repartis aussi sec. Cette vision d'horreur nous a fortement déconvenus. Lors de leur arrivée au Canada, ces personnes ont omis le fait qu'elles mettaient les pieds sur le continent nord-américain, berceau du consumérisme, berceau de l'American Way of Life, hein, un territoire de consommation par excellence. On peut prendre l'indicateur de la consommation d'eau par habitant pour montrer voilà, ce fossé, on va dire, entre les pays. Les États-Unis sont bien sûr largement, euh, enfin, sont les premiers consommateurs d'eau par habitant et suivis d'un peu plus loin quand même par le Canada, mais voilà, quand même bien au-delà de ce que les Européens, par exemple, peuvent consommer, pour comparer à des sociétés occidentales, bien entendu. Ces personnes qui ont publié ce post et qui sont donc rentrées chez elles à la vue de tous ces pick-up sont peut-être passées à côté d'une expérience d'expansion significative pour elles ici au Canada et elles n'ont peut-être pas cherché à savoir déjà pourquoi beaucoup de gens roulent en pick-up. Ici, tu te rends vite compte qu'une voiture 4 roues motrices avec une importante garde au sol peut être très utile si tu veux sortir des routes en fait communes, si tu veux voilà, arpenter le territoire de la Colombie-Britannique qui est très montagneux. Les routes sont rarement goudronnées en fait en montagne. Et tu vas être peut-être rapidement limité avec ta voiture entre guillemets écolo. Bah alors avec ta Tesla, là tu pourras rien faire, ça c'est sûr. Mais, euh, mais déjà voilà, c'est essayer de comprendre pourquoi ils utilisent cette voiture. Alors oui, je sais, tu vas me dire, ça consomme tant, etc. Oui, d'accord. Mais essaye de comprendre, toi, pourquoi ils l'utilisent. Oui, bien sûr, il peut y avoir des abus. Pourquoi, voilà, une personne seule va faire ses courses en centre-ville avec son pick-up. Ben, c'est peut-être aussi sa seule voiture. Parce que l'assurance ici, automobile, est quand même très chère. Le principal inconvénient que je vois avec ces pick-up, c'est le risque qu'ils engagent pour les piétons. Si tu as des enfants, il faut vraiment que tu fasses attention sur les parkings car ces véhicules sont tellement hauts que leur visibilité est extrêmement réduite et leur angle mort aussi. Il y a un peu plus d'un an, dans ma communauté, un enfant de 3 ans a été percuté sur un passage piéton par un de ces pick-up et il est décédé. C'est absolument tragique. Alors bien sûr, on ne connaît pas toutes les conditions de cet accident, mais bon voilà, ça ne rassure pas sur ce côté sécurité des piétons. Parlons maintenant des véhicules électriques. La Colombie-Britannique, c'est le leader canadien de l'électrification. Donc tu vas voir également beaucoup de véhicules électriques, tout en sachant que de plus en plus de pick-up sont en train de devenir électriques. Ces personnes qui ont publié ce fameux post n'ont pas vu
cette expansion de voitures électriques, les VE, ou peut-être n'ont pas voulu les voir parce que ça ne les arrangeait pas, elles ont préféré le confort de leur pensée polarisée. Néanmoins, néanmoins, on peut aussi dire que ces voitures électriques sont le doudou des bourgeois bohèmes écolos, car si on regarde un petit peu de plus près, on sait voilà, ce que représente le bilan carbone de la construction d'une batterie, même s'il y a énormément de progrès et le bilan carbone est de plus en plus réduit, c'est une très bonne nouvelle. Mais également, ce que les gens ne veulent pas voir, c'est qu'on envoie des enfants travailler dans des mines illégales en République démocratique du Congo pour extraire les métaux rares, notamment le cobalt, pour fabriquer ta batterie d'écolo. Peut-être qu'une personne avec une conscience écologique humaniste exigerait de son vendeur de voitures électriques la traçabilité euh, des métaux utilisés pour construire la batterie. Et bien souvent, elle est inaccessible aujourd'hui. Il est très dur de savoir d'où viennent les métaux utilisés pour la construction de ces batteries. Néanmoins, il y a un rapport de l'ONU sur le travail des enfants dans ces mines qui s'était engagé au niveau mondial à ce qu'il n'y ait plus de travail d'enfants en 2025. Alors le chiffre a considérablement réduit, mais c'est encore des millions d'enfants qui travaillent dans des mines illégales aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il faut faire ce travail sur l'écologie humaniste. Et donc toi, à ton arrivée ici, il va falloir que tu trouves un juste milieu, car bien souvent les moteurs des voitures consomment 3 fois plus que ce que tu connaissais pour une voiture équivalente dans ton pays. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas tout faire en vélo non plus. Tu fais beaucoup de choses en vélo, mais tu peux pas tout faire en vélo, notamment pour ceux qui ont des familles. Donc oui, tu vas avoir une voiture qui consomme plus que celle de ton passé. Et il va falloir s'en accommoder en attendant de trouver des solutions peut-être un peu plus vertes. Mais il faut l'accepter. Pourquoi les moteurs sont si gros? Parce que on aime les voitures puissantes ici. Ce qui est très paradoxal parce que tu peux pas rouler à plus de 110 bien souvent hein, sur l'autoroute. Et les gens sont globalement, en tout cas, de mon expérience en Colombie-Britannique, sont très prudents sur la route et ne roulent pas vite. D'ailleurs, ce qui est très amusant à voir, c'est les motards qui rarement doulent hein, et ils peuvent rester derrière toi pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est assez incroyable. Enfin, une autre idée pour montrer ici qu'on n'a pas de remords à utiliser des gros moteurs, c'est que dans l'idée canadienne, la ressource carburant pétrolière est abondante. Elle vient en grande partie de l'Alberta et du coup elle est bon marché. Donc pourquoi s'en priver? Bon, les choses vont peut-être un peu changer aujourd'hui parce que comme partout, le prix des carburants augmente, hein. De toute façon, on peut toujours se trouver de bonnes excuses pour pas vivre son projet d'installation au Canada. On peut dire aussi, donc là on avait l'excuse voilà, des gros véhicules qui consomment énormément, mais on peut se dire aussi, à la vue de tous ces fast-food et de toutes ces personnes qui consomment des gobelets jetables, ah c'est vraiment pas pour moi, je m'en vais. Et là aussi encore c'est dommage parce qu'on voit pas au-delà de ça à cause de notre système de croyance qui est polarisé écolo anti-écolo, on a du mal à être dans la voie du milieu. Notre cerveau a cette fâcheuse tendance à juger. On dirait que c'est ce qui le nourrit le plus, c'est le jugement. Et on a vu dans la vidéo précédente euh, s'intégrer socialement en Colombie-Britannique que quand tu laisses entrer le jugement dans ta vie, c'est la souffrance qui s'invite à dîner chez toi le soir. Donc on a tendance déjà à juger et surtout à juger ce qui est différent de ce que l'on connaît. Ici, tu vas vraiment apprendre à vivre l'écologie
si bien sûr c'est quelque chose qui t'anime, hein, de manière anti-fanatisme. Et bien souvent, les personnes avec cette fibre écolo euh, passent de l'autre côté de la balance, on va dire, elles restent pas dans le milieu parce que ça se développe en fanatisme. Par exemple, elles vont se mettre à suivre une tendance zéro déchet, donc c'est très très noble de leur part, mais elles vont s'épuiser pour n'avoir aucun déchet chez elles, s'épuiser à s'oublier. Donc c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ou alors une personne voilà, qui va devenir végétarienne, eh bien elle va menacer sa famille en disant s'il y a de la viande à Noël, je viens pas. Ah, elle est tombée dans le piège, elle aussi. C'est dommage. Et le conseil qu'on peut donner aux personnes qui ont voilà, des pensées fanatiques sur quelque sujet que ce soit, c'est arrête de croire que tu as raison. Donc la prochaine fois qu'une personne te fait la morale, par exemple, sur de l'écologie et que tu perçois du fanatisme, c'est-à-dire qu'elle t'accepte pas comme tu es, euh, par exemple si elle est végane et qu'elle n'accepte pas que tu manges de la viande ou n'importe quoi à côté d'elle, tu peux te dire que ben elle est polarisée. Donc tu peux lui susurrer, arrête de croire que tu as raison. Alors, euh, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, j'ai vu un très bon documentaire récemment, français, qui s'intitule, je vais te le mettre en lien dans le descriptif de cette vidéo, c'est gratuit, c'est sur YouTube, Le vivant qui se défend. Et donc ça montre bien en France cette écologie qui est réactionnaire. J'ai déjà parlé de ce côté réactionnaire dans la vidéo précédente sur l'intégration sociale. Et il nous montre que, voilà, il est sur le journaliste qui fait ce reportage, euh, il est devenu fanatique face à l'écologie, donc il va dans les manifs, il est violent, il suit les mouvements, voilà, les groupes réactionnaires, il se bat contre la police, etc. Et comme il est quand même doué d'une intelligence, il se dit, mais est-ce que c'est ça l'écologie? Euh, Certes, il défend ses valeurs, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire? Et donc, il arrête tout ça, toutes ces manifestations, tous ces engagements violents, et il décide d'apprendre à connaître la nature. Donc, il va au contact de la nature, tous les jours, il se lève très tôt, il amène sa caméra, il observe, il apprend à écouter les bruits des animaux, etc., le rythme des saisons. Et là, il se redécouvre, il découvre une partie de lui qui l'ignorait, en fait. Et c'est ce que je vais appeler une écologie spirituelle. Et c'est vraiment ça qui nous montre dans ce beau reportage. Et c'est important ce côté écologie spirituelle parce que c'est ça que tu vas trouver au Canada et en Colombie-Britannique. Mais je finis là sur le reportage. Et à la fin, il continue d'aller sur certaines manifestations, mais de façon beaucoup plus pacifique, sur des projets voilà, qui le tiennent à cœur. Et il montre qu'il a réussi à obtenir gain de cause sur des projets comme arrêter des autoroutes, etc. Bon, pas que lui, hein, dans le cadre de cette communauté. Et c'est ce pas en arrière voilà, qui lui a permis de mieux appréhender sa démarche écologique. Tu sais, le quatrième accord Toltec nous dit, quoi qu'il se passe, fais de ton mieux. Donc ne fais pas parfaitement, mais fais de ton mieux. Et on peut l'appliquer à cette démarche écologique. Ici, tu ne pourras pas refaire ce que tu faisais avant, mais tu vas le faire différemment. Et tu vas voir des gens qui sont aussi très écolos ici, hein, il n'y a pas de... bien sûr que ça existe. De toute façon, ce qui est absolument magnifique en Amérique du Nord, c'est que tout existe. Tous les champs des possibles existent. Hein, c'est l'American Dream, c'est assez formidable. Mais ça existe aussi dans des extrêmes que tu ne connaissais pas avant. Et peut-être que toi, bah voilà, il va falloir que tu trouves ta place dans le juste milieu à travers toutes ces extrêmes de pick-up, de voitures électriques, de fast-food, de déchets dans la nature, etc.
Tu vas peut-être trouver une association ou t'intégrer à des événements qui nettoient la nature. Tu vas rencontrer des gens voilà, qui vont peut-être avec qui tu pourras lier une amitié, etc. Donc des gens voilà, qui ont les mêmes aspirations que toi, mais qui ne sont pas dans le fanatisme. Parce qu'ils sont ici, ils ont la tolérance, hein, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, et c'est ça qu'il faut que tu arrives à intégrer, c'est la tolérance. Alors, pourquoi l'énergie, elle est plus spirituelle ici, pardon, pas l'énergie, l'écologie. L'écologie, elle est spirituelle, déjà par rapport à l'histoire du territoire du Canada et de ses traditions autochtones. Je pense pas que si tu demandes à un autochtone s'il est écolo ou pas, enfin, il va pas rentrer dans ce jeu-là. Il est juste respectueux de la nature et de ce qu'elle veut lui communiquer en fait, hein. Euh, donc les gens, voilà, ils sont ici en contact avec une faune qui est quand même euh, massive, hein, avec des ours noirs, des grizzlies, des ours kermaudes, des cougars, des aigles, euh, des saumons. Euh, Enfin, toi, les saumons, tu connaissais ça que comme espèce en voie de disparition ou disparue. Non, là, tu vas revivre comme si tu revivais dans le passé, en fait, hein, passé, présent, futur. Le cycle du saumon qui est complètement intégré à la vie des Britanno-Colombiens. En Colombie-Britannique, de par les pluies abondantes qu'il y a à l'hiver, la végétation est absolument luxuriante et gigantesque. Et ce qui est très chouette, c'est de voir que les gens qui sont nés ici, ils continuent à 60-70 ans de s'émerveiller à la nature, à leur environnement. Ça, je trouve ça assez merveilleux. Euh, Ils sont toujours à l'écoute d'un aigle, émerveillés par un colibri, parce qu'il y en a beaucoup ici, par un blue jay, un jet de stellaire. Ils sont émerveillés par la taille des arbres, et ils ont beaucoup de gratitude, voilà, qu'ils pratiquent pour le territoire où ils vivent. Et ça, c'est peut-être de la vraie écologie, de l'écologie, euh, j'ai envie de dire, qui est raisonnée. Donc on a parlé de la polarisation écolo-anti-écolo. Je me situe au milieu, je suis modérée, je fais de mon mieux. Attention aussi de ne pas tomber dans l'écologie cuit les petits oiseaux, hein, c'est un petit peu ce que je viens de décrire, hein. On vit d'amour et d'eau fraîche avec la végétation et les petits ours. Euh, en fait, il ne faut pas être ignorant. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que la nourriture, ici, ça va pas plaire ce que je vais dire, elle est globalement toxique. J'ai déjà fait des vidéos sur l'alimentation en Colombie-Britannique, au Canada, et notamment, je t'invite à regarder la vidéo euh, sur les réglementations alimentaires, hein, pour que tu saches par des faits comment, quelle est la qualité de la nourriture euh, qu'on va te proposer. Mais comme tout est possible ici, tu vas trouver bien sûr d'autres alternatives. Parce que toi, tu voudrais consommer comme tu consommais avant, surtout si tu avais cette fibre écolo, mais tu vas pas retrouver ce type de magasin. euh, Au restaurant, tu vas te rendre compte que tout est OGM, que tout est huile de canola. Tu vas le comprendre rapidement. Il va falloir que tu trouves d'autres biais comme bah, tu vas infiltrer peut-être des réseaux, parce que c'est ça aussi, alors attendez, hein. Petit aparté, ce qui était fou ici en Colombie-Britannique, c'est que tu avais le droit ces 3 dernières années d'être en possession de drogues dures euh, sans être arrêté, alors que il est interdit de consommer du lait cru. Là, on peut se dire, il y a peut-être un problème de cohérence. Néanmoins,
Je vous donne un extrait d'une presse canadienne. La Colombie-Britannique ne renouvellera pas son entente avec Santé Canada qui permettait la décriminalisation de la possession de petites quantités de drogue pour usage personnel, mettant ainsi fin à un programme de 3 ans salué comme une expérience novatrice avant d'être critiqué pour avoir alimenté les troubles publics et pour son incapacité à endiguer la crise des surdoses. Ici, je voulais simplement montrer euh, une incohérence dans la législation des autorisations et des interdictions. Mais donc, tu vas pouvoir, si vraiment c'est ça que tu veux, par exemple, avoir du lait cru, parce qu'il y en a, ils ne jureraient que par ça, tu peux infiltrer des réseaux d'agriculteurs, par exemple, de fermiers, qui vendent du lait cru, mais voilà, c'est un petit peu comme le darknet, quoi. Ou alors ce qu'ils appellent ça aussi euh, les marchés gris, c'est-à-dire que t'as pas le droit de le faire, mais bon, si tu es en possession de lait cru, bon, voilà, tu dis que c'est pour ton chat et ça passe. Et puis si les agriculteurs le vendent, ce lait cru, ont un réseau organisé, voilà, c'est que voilà, ça reste du marché gris comme pas mal de choses en fait ici. Et donc quand tu trouves pas l'alimentation que tu avais avant, tu vas tendance à dire ouais bah ici c'est pourri, ça mange mal, c'est culture fast-food, etc., etc. Euh, et l'expansion en fait, elle est là pour te dire en fait, il faudrait peut-être que tu fasses autrement. Peut-être que ce que tu faisais avant, c'était un peu fanatique et il faudrait que tu te mettes plus dans le milieu en fait. Peut-être d'arrêter d'être dans ces extrêmes, même avec l'alimentation, revoir en fait toute sa diète, en fait, tout ce que tu manges, et ça va te ramener à des choses extrêmement simples. Peut-être que tu feras maintenant tes courses que dans des fermes en fait, et tu n'iras plus du tout dans les magasins. En fait, tu vas prendre une responsabilité vis-à-vis de ça, de toi-même, de ton alimentation. Et c'est plutôt chouette. Et il y a beaucoup de gens, je peux te dire, qui sont vraiment on va dire, concernés par l'alimentation, qui font attention à ce qu'ils mangent, à la qualité, voilà, c'est ça, à la qualité de leur alimentation. Parce que, faut pas croire, hein, les Canadiens, ils savent que la nourriture, elle est toxique chez eux. Ils le savent très bien, hein, qu'on pulvérise des pesticides une semaine avant de récolter le blé. Et d'ailleurs, les gens qui sont diagnostiqués cœliaques, il y en a qui vont faire l'expérience, ils vont aller en Europe, notamment en France, ils vont manger du pain français, et ça va rien leur faire. Alors on se dit, mais en fait, ils sont pas cœliaques, hein, ils sont peut-être juste intolérants au traitement du blé dans leur pays. Donc c'est vachement intéressant à prendre en compte. Et donc oui, rassure-toi, tu vas trouver des gens qui sont très très concernés par la qualité de leur alimentation et qui vont t'aider à infiltrer justement des réseaux. Aussi, là, je voudrais dire quelque chose sur l'écologie telle qu'on l'apprend aux générations futures, notamment dans les livres. Et ça, je pense que c'est un phénomène global, quelles que soient les librairies, les bibliothèques qu'on fréquente dans le monde occidental. Euh, Maintenant, l'écologie, je vois beaucoup de livres qui présentent le réchauffement climatique comme une forme de condamnation. Euh, C'est-à-dire que on met à disposition des enfants des livres anxiogènes. Et j'ai envie de dire, peu importe le sujet. Et ça, tu vois, ça me dérange un peu. Et après, on s'étonne que les enfants, certains, soient éco-anxieux ou aient des réactions fanatiques du genre jamais de ma vie je prendrai l'avion, jamais de ma vie, plus jamais de ma vie je mangerai une banane. Euh, donc je pense qu'il faut faire attention à cette polarisation bien mal dans les livres qui t'éloigne de la voie du milieu et ça apprend simplement la culpabilité en fait à l'enfant qui pense qu'il est né dans un monde qui est dysfonctionnel alors qu'il naît dans un monde absolument juste.
Et surtout, ça lui fait penser qu'il a fait peut-être quelque chose de mal. Ça lui met une pression. Et moi, j'ai rencontré des familles qui me disaient, mais pas ici, hein, pas au Canada, qu'ils avaient arrêté avec l'écologie parce que leur enfant était devenu trop anxieux par rapport à ces questions. Donc voilà, ils avaient levé le pied sur le fanatisme et avaient plutôt, voilà, euh, on va dire, orienté le centre de l'attention familiale sur d'autres sujets. Et en fait, enseigner l'écologie, ça doit être un processus naturel. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas le nommer. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de spontané. Et, euh, et ici, je le vois souvent en Colombie-Britannique. Euh, et ça, c'est dû à à l'héritage autochtone, hein, qui est maintenant très présent dans les programmes scolaires. Donc voilà, c'est ce que j'appelle cette écologie spirituelle. Voilà, ce processus naturel, voilà, il suffit juste d'y porter attention et d'arrêter de faire des drames de tout et de rien. Ensuite, je voudrais parler, je pense qu'on touche là aussi un peu l'écologie, c'est l'aménagement paysager. Alors là aussi, hein, quand on voit l'aménagement des entrées des villes et petites villes ici en Colombie-Britannique, on peut prendre une crise cardiaque, hein, parce que on est dans une société de consommation où ce qui est pratique est prioritaire. Donc si un énorme panneau 4x3 à l'entrée d'un parc régional, c'est pratique pour le business des personnes, et ben on va le mettre, hein, il y a pas de problème, hein. Moi j'ai vu personne s'en plaindre, et je crois que ce qui m'avait vraiment frappé c'était à Kelowna. À un moment tu passes le pont là qui lie Kelowna Est et Ouest, et là les affichages c'est sur des écrans qui se succèdent les uns les autres, et ça gâche complètement la vue sur le lac de l'Okanagan, etc. Et voilà, bon, faut juste en sourire, parce que justement, ça te ramène quelques années en arrière où tu voyais des projets en fait chez toi, où les gens réagissaient fortement, et je pense que ils avaient raison. C'est-à-dire que s'ils voyaient un McDo un fast-food qui se construisait à côté d'une crèche, bon ben ils criaient c'est une honte. Et ben ici, tu vois, moi j'ai vu des crèches construite à côté des magasins de cannabis. Et ça ne choque absolument personne. Voilà, et ça me fait sourire, je me dis, ils sont vraiment décontractés, vraiment, il faut que j'arrive à ce niveau de décontraction, voilà, c'est ce que je me dis. Enfin, une autre idée pour montrer ici qu'on n'a pas de remords à utiliser des gros moteurs, c'est que dans l'idée canadienne, la ressource carburant pétrolière est abondante. Elle vient en grande partie de l'Alberta, et du coup elle est bon marché. Donc pourquoi s'en priver? Bon, les choses vont peut-être un peu changer aujourd'hui parce que comme partout, le prix des carburants augmente, hein. On continue avec la performance énergétique des bâtiments. La quoi? Vous en avez des drôles d'idées, vous, les écolos? C'est quand même pas compliqué. Tu as froid, tu chauffes, tu as chaud, tu mets la clim. Ça veut dire quoi ça? A, B, C, D, ça veut rien dire. Toujours se trouver des choses compliquées alors que la vie est tellement simple. Donc tu l'as compris, hein, la performance énergétique des bâtiments, je crois bien, il faut que tu fasses tes recherches, mais de ce que je vois, elle est inexistante. Il n'y a pas du tout d'effort dans ce sens. C'est un petit peu la même idée que que les gros moteurs, c'est que l'énergie ici, elle est abondante et bon marché. C'est-à-dire que tu vas aussi voir, alors ça les écolos ça va les choquer, hein, toute la nuit des bâtiments publics ou même des maisons éclairées en permanence. Ce qui est très particulier, notamment quand tu savais qu'en Europe, il y avait des restrictions assez importantes où des commerçants perdaient leur travail car ils ne pouvaient plus payer les factures d'électricité. Et ici, on n'en avait vraiment rien à faire. On voit vraiment qu'on vit dans des mondes, hein. On est tous dans des micro-mondes, hein. Et malgré la mondialisation, on vit chacun sur sa petite planète, hein.
Et une information majeure, ici les maisons et les immeubles sont construits en bois, complètement en bois. C'est facile à voir hein, quand ils font des constructions, tu vois le bois apparent avant qu'ils le recouvrent d'un matériel faux, fake. Et parce que la ressource bois, ben, elle est disponible en abondance ici. Donc tu as l'impression que si tu donnes un coup de pied dans un mur, ça va faire un trou parce qu'il n'y a pas, si tu veux, une épaisseur d'un mètre pour mettre de l'isolant. Ça, je ne l'ai pas vu. On poursuit avec la seconde main. Ici, la seconde main est très développée. Tu vas voir énormément de thrift stores, donc des magasins d'occasion qui vendent vraiment de tout et parfois des vêtements par milliers. Et ce qui est vraiment important de noter, c'est que ce ne sont pas forcément des personnes pauvres ou dans le besoin qui vont dans ces magasins. Tu vas même trouver des médecins qui vont s'acheter des chaussures dans ces thrift stores, qui vont s'acheter leurs vêtements. Et c'est là où on voit que l'écologie, elle est vraiment naturelle, intégrée ici. C'est vraiment quelque chose d'assez noble à remarquer. Euh, on n'en a rien à faire en fait que le médecin, ses chaussures, elles soient neuves, des chaussures de luxe ou qu'elles viennent d'un magasin de seconde main. Lui, ce qu'il veut, le médecin, c'est en fait, il va pas dépenser des choses dans des futilités. Et puis, c'est tellement ancré, si vous voulez, dans la culture locale d'avoir de la seconde main chez soi, que finalement, c'est peut-être ça la vraie nature écologique. Et on s'en vante pas. Toujours concernant la seconde main et le reconditionnement. Ça va plaire à beaucoup de personnes. Ici, tu vas pouvoir trouver de nombreux magasins qui proposent de la téléphonie mobile refurbished, donc de réutilisée de seconde main. Et ça, si on a la conscience écologiste, humaniste de l'impact de la fabrication des batteries dans le monde, voilà, on peut peut-être faire une petite croix sur le dernier iPhone bien lisse, bien brillant, et s'offrir un téléphone tout à fait convenable avec qui a déjà été utilisé. Terminons par le tri des déchets. Qu'on se rassure, en Colombie-Britannique, il est tout à fait possible de trier ses déchets au sein de son foyer. Tu vas avoir trois poubelles de tailles égales. La première, c'est la poubelle bleue pour le recyclage. La deuxième, c'est la poubelle verte pour le compost, oui oui. Et la troisième, c'est la poubelle des autres déchets qui ne sont pas transformables. Et donc tu as un camion qui passe de façon hebdomadaire récupérer ces poubelles. Et quand on parle de tri des déchets en Colombie-Britannique, il y a un lieu incontournable à connaître dans ta communauté, c'est le Bottle Depot. C'est un lieu où tout le monde se retrouve, quelle que soit sa classe sociale, notamment le samedi matin, pour venir déposer dans ce centre de recyclage ces contenants de boissons qui sont consignés. Et donc ils vont pouvoir récupérer l'argent de cette consigne, 5 à 10 centimes par bouteille ou canette. Ces centres de recyclage Bottle Depot peuvent aussi être surnommés des super dépôts s'ils accueillent le recyclage de l'électronique, comme le dépôt des ordinateurs, des tablettes, des détecteurs de fumée, appareils médicaux, consoles de jeux, petits appareils de comptoir comme des grille-pains. Et ils vont être recyclés dans le cadre d'un programme spécifique. Les meilleures choses ayant toujours une fin, il faut savoir s'arrêter. Je te remercie de ton écoute active et te dis à très bientôt. Porte-toi bien.